Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission N'ayons pas peur de mots. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Nyankoro Iya Samake, candidat investi du Parti pour l'action civique et patriotique. M. Samake, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être avec vous. Sans plus tarder, nous allons entrer dans les vifs du sujet. M. Samake, vous êtes le candidat investi du PACP et vous avez déjà tenté de briguer la magistrature suprême en 2013. Vous apportez quoi de plus cette fois-ci? Bon, j'apporte de nouvelles expériences, de nouvelles perspectives. Ayant eu une forte communion avec le peuple malien dans les zones urbaines comme dans les zones rurales, aujourd'hui, je viens avec des perspectives, surtout un leadership avec intégrité. Un leadership qui met le peuple malien au centre et au devant de toutes les politiques publiques. Donc c'est ce que j'amène aujourd'hui en tant que candidat investi du Parti pour l'action civique et patriotique, comme tous les Maliens. Mettre le peuple malien au centre de toutes choses, beaucoup de candidats le disent. Vous, qu'est-ce que le peuple, de manière concrète, peut retenir? Bon, vous avez utilisé le mot-clé, c'est-à-dire concrète. Ce qui me distingue de la plupart des hommes politiques maliens, c'est les actions concrètes. Évaluer les besoins des communautés, aller vers le peuple, identifier ses besoins, comprendre ses aspirations et aller mobiliser des ressources pour venir résoudre des problèmes sans pour autant être au pouvoir. Rarement, cela est le cas des hommes politiques maliens. Et je l'ai toujours dit, cette situation, ma capacité d'ouvrir mon carnet d'adresses et transformer cela en opportunité pour le Malien, c'est nouveau. Et parce que c'est nouveau que ça dérange les autres qui n'ont pas cette capacité. Et je l'ai dit tantôt que rien ne gêne ceux qui ne travaillent pas que la présence de ceux qui travaillent. Et c'est pourquoi aucune fanfaronnade ne nous arrêtera. Nous allons toujours continuer à servir le Mali avec intégrité. Pour nous, diriger, c'est servir. Votre slogan? Absolument. Diriger, c'est servir. Monsieur Samake, aujourd'hui, nous constatons que la pauvreté est un véritable fléau et gagne du terrain. Fort malheureusement. Cette pauvreté met à mal l'équilibre des familles et des groupes sociaux. Avez-vous réfléchi à un mécanisme d'amélioration des capacités des populations pauvres par l'amélioration des services de base? Absolument. Nous avons eu quelques échos de ce que vous avez fait à Ouelessebougou. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces améliorations, des conditions de vie des populations pauvres? Absolument. Cela est mon objectif. Je me suis donné comme objectif d'aider les autres. Vous savez, j'étais les autres. J'ai connu la pauvreté. J'ai connu la douleur d'aller au lit sur le ventre vide. Beaucoup de Maliens, comme beaucoup de Maliens. Comme beaucoup de Maliens, mais très peu d'hommes politiques aujourd'hui ont connu ces conditions-là. Très peu d'hommes politiques maliens ont pu s'élever de cette pauvreté alarmante et se retrouver candidat à l'élection présidentielle. Je sais comment marcher de la pauvreté à une condition meilleure. Et je voudrais marcher avec le peuple malien. Je voudrais marcher avec 18 millions de Maliens pour nous sortir de la pauvreté. Je pense que vous avez rendu l'appareil le peuple vous a rendu l'appareil à Ouelessebougou. Quelle est votre stratégie pour amener, au fait, étendre cette stratégie-là au reste du Mali? C'est à cela que je m'engage. L'objectif principal, la chose la plus essentielle, c'est la confiance. Il faudrait d'abord créer et restaurer la confiance entre le peuple et le leadership malien. Il y a un mécontentement général aujourd'hui du peuple malien vis-à-vis de son leadership. Vis-à-vis des politiques surtout. De son leadership. Des politiques surtout. En général. Ouais. C'est quoi ce mécontentement? Nous avons
répétitivement promis ou fait des promesses et des grandes déclarations que nous n'avons jamais pu réaliser. Au fil du temps, les gens ont réalisé que l'homme politique, c'est des grandes déclarations, l'homme politique, c'est des grandes promesses qui ne seront jamais tenues. Exactement. Les 20 à 25 dernières années, les promesses faites par les hommes politiques, la classe dirigeante surtout, n'ont pas été tenues. La promesse de stabilité, la promesse de prospérité, la promesse d'emploi décent pour la jeunesse n'a pas été tenue. Sous d'autres cieux, ceux qui promettent et ne parviennent pas à réaliser ces promesses démissionnent ou sont sanctionnés par le vote populaire. Et j'estime et j'invite la jeunesse malienne aujourd'hui à s'émanciper de la dominion de la vieille classe politique qui nous a répétitivement tenu des fausses promesses. On va arriver à une question qui nous tient, nous, très à cœur au réseau Akili. Nous sommes en partenariat avec les groupes Renouveau et les studios Tamani. Oui. C'est la question du débat politique. Nous constatons que depuis l'avènement de la démocratie, il n'y a pas de réel débat politique. Les initiatives en la matière sont soit bottées en touche, soit déclinées par les acteurs qui sont les politiques. Il est paradoxal, je l'ai dit, nous le disons, de prétendre avoir un programme et une vision pour le Mali et fermer la porte à toute confrontation idéologique sur la dite vision. C'est un paradoxe. C'est le style de leadership de la vieille classe. Ils sont déconnectés et ils veulent rester déconnectés du peuple, avec le peuple. Si je suis président de la République, je vais faire en sorte que le code électoral inclut le débat politique. C'est une promesse que vous faites ? Ce n'est pas une promesse, c'est un engagement personnel. Un engagement. Parce que le Mali en a besoin. C'est encore mieux, un absolument, engagement. Okay. Absolument. Le Mali en a besoin parce que le critère de sélection pour devenir président au Mali ne permet pas d'élire l'homme qu'il faut nécessairement. Donc, des slogans creux permettent à un homme de s'ériger dans ce pays. Avec le débat, avec des échanges sérieux avec le peuple, on va déceler rapidement ceux qui peuvent réellement porter les projets. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un projet. Moi, aujourd'hui, je propose un projet audacieux au peuple malien, un projet présidentiel audacieux pour la paix, la stabilité et la prospérité au Mali. Mais il faudrait en débattre, non seulement avec les autres candidats, mais aussi avec des experts. Si je puis me permettre, et si je me fie à ce que vous dites, lorsque nous vous inviterons à venir faire un débat contradictoire avec un potentiel candidat ou avec un candidat retenu par la Cour constitutionnelle, vous irez au rendez-vous ? Absolument, absolument, absolument. Et je l'encourage d'ailleurs. Je l'encourage parce que ça nous permet de nous corriger, de nous améliorer. Exactement. C'est dans le débat que la vérité jaillit. On apprend les uns des autres. Exactement. Et donc, j'encourage cela et je me porterai volontaire à faire un débat avec n'importe quel candidat qualifié pour l'élection présidentielle. Vous nous réconfortez dans notre position. Nous, notre objectif, c'est d'asseoir les débats, c'est d'amener les populations à comprendre où vont les candidats. Nous le disons tout le temps. Il ne suffit pas de dire je vais créer tel nombre d'emplois, je vais construire tel nombre d'hôpitaux. Il suffit de dire comment vous allez le faire, avec quel indicateur de performance, avec quel investissement, etc. etc. C'est un exercice démocratique. Le débat, ça renforce le débat et le discours démocratique. Donc, il faut nécessairement qu'on aille vers cela. Et ce n'est pas seulement dans l'Occident qu'on voit ça. Dans la sous-région, on a vu le débat entre Gbagbo et le président Alassane Dramane Ouattara. Donc, c'est pour dire qu'on ne doit pas avoir peur d'assumer son projet. On ne doit pas avoir peur d'assumer ses idées devant le peuple avant qu'on ne t'investisse dans la plus haute fonction de la République. De la République. Bon, nous allons aborder la question
des télévisions publiques. Normalement, ce que nous faisons, c'est la télévision d'État qui doit faire ce travail. Bien sûr. Mais malheureusement, nous constatons que ce n'est pas le cas. Il y a d'autres télévisions qui essaient de le faire. Quand on les approche, certains disent qu'il y a des candidats qui sont sceptiques, qui ne veulent pas venir. Donc, des deux côtés, il y a problème. Ouais, il y a des candidats. Faites-le avec ceux qui veulent le faire. Ils ne sont pas obligés de venir. Aujourd'hui, constitutionnellement, les textes usuels du Mali ne les obligent pas. N'obligent personne. Mais c'est le moment. Nous avons obligation aujourd'hui de répondre à l'appel du peuple, de l'électorat. Et c'est le moment pour organiser des débats. Et ceux qui veulent rester en marge de ces débats resteront. Leurs idées seront méconnues. Et le grand peuple malien saura décider. Donc c'est le bon moment. C'est le peuple qui décide. Et vous avez tantôt parlé de projets audacieux. C'est trop tôt pour en parler? Bien entendu, c'est trop tôt. C'est trop tôt, mais les grands axes sont là. Mon projet présidentiel se focalise réellement sur la jeunesse, la femme, le monde rural et la diaspora. Quand on utilise les talents inexploités, les ressources inexploitées de la jeunesse, parce que pour certains, la jeunesse est une charge. Non, la jeunesse n'est pas seulement une chance pour le Mali, mais la jeunesse est un atout pour le Mali. Et il faut savoir, et avec de nouvelles perspectives, utiliser le potentiel de cette jeunesse pour développer le Mali. Parce que c'est un atout, je l'ai dit. La femme malienne qui constitue la plus grande composante de la société, de la population malienne, elle est marginalisée. Elle ne parvient pas à s'épanouir. Alors, il faut donner plus d'autonomie à la femme, au-delà des promesses et des grandes déclarations. Et c'est à cela que je m'engage. Et aussi le monde rural. Comme je l'ai dit, dans mon projet, il est question de 5 tracteurs par commune, 3500 tracteurs dans les 3 premières années, pour faire en sorte que nous puissions éradiquer permanemment et définitivement la faim dans ce pays. Et ce sont des politiques publiques qu'on peut réaliser. Je l'ai proposé en 2013 dans mon projet de société. Aussi créer une université dans chaque région ou groupe de régions au Mali. Nous avons les capacités de le faire. Mais malheureusement, nous ne comprenons pas que le drainage de cerveau des régions vers la capitale du Mali constitue un fléau qui empêche l'intelligence des régions de se mettre au service de cette population. L'autre chose que j'aimerais pointer, c'est d'abord le vivre ensemble. Nous allons faire en sorte que les pouvoirs, entendez bien, les pouvoirs publics doivent être redistribués de façon à contribuer à la stabilité. Parce que le pouvoir reste jusqu'aujourd'hui concentré entre les mains d'un petit groupe. Et eux-mêmes, ils ne comprennent pas que leur sécurité et leur stabilité en dépend, qu'ils doivent changer ce truc-là. Nous voulons un pays stable. On ne peut pas le faire en accumulant toutes les ressources entre les mains d'une toute petite minorité. Et cela se voit quand tu vois l'ingérence massive de la famille ou d'une famille dans l'exercice du pouvoir. C'est parce qu'on ne comprend pas que c'est cette famille-là est en train d'accumuler tout le pouvoir et que les autres regardent avec des yeux menaçants. Mais je pense que de plus en plus, les populations commencent à avoir certaines réticences par rapport à certaines manières de gérer le pouvoir. On le dit, nous ne cesserons jamais de le dire, nous sommes à l'ère du numérique, tout c'est à l'instant T, et les populations de plus en plus sont très actives, très proactives sur les réseaux sociaux, ne se laissent plus faire. C'est un message, on va dire, que les populations font comprendre aux gouvernants. Et comme vous l'avez dit, c'est des signaux et ces signaux doivent être entendus. C'est crucial. Monsieur là, nous en tant que leaders, nous devons déjà venir avec cet engagement. Au-delà même de cet engagement, il faut que cela soit un comportement de nous-mêmes. On parle d'alternance. Les partis politiques parlent d'alternance. Mais regardez l'échiquier politique. Même les jeunes leaders de partis politiques aujourd'hui sont les leaders à vie de leurs partis politiques. Ils sont au devant de ces partis depuis plus de 10 ans. Et je pense que tout cela contribue à altérer le processus démocratique au Mali. Il faut que l'alternance soit réelle. Mais tant qu'on ne le pratique pas déjà dans nos partis politiques, on
on ne pourra pas être des proponents de l'alternance au haut niveau. Donc il y a beaucoup de ces choses ici qu'on regarde qui doivent changer. Et c'est pourquoi nous venons avec de nouvelles perspectives, nous venons avec de nouvelles idées, surtout un projet audacieux pour transformer le quotidien du Mali. Cela se fait d'abord et en premier lieu avec un leadership avec intégrité. Quand les gens croient à leur leader, ils suivent leur leader. C'est comme ça qu'on peut marcher avec les 18 millions de Maliens. Ce n'est pas en les menaçant, ce n'est pas en les dupant, en les leurrant. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le leadership de l'heure, le leadership de la duperie. La rupture de confiance, elle est quasi totale. Le peuple n'a plus confiance aux politiques. Beaucoup disent ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Mais c'est complaisant. En disant cela, quand j'entends les gens le dire, je trouve que c'est complaisant. Même nos intellectuels, quand ils disent qu'ils sont à la recherche de leadership, je dis c'est complaisant. Parce que quand c'est l'intérêt personnel et individuel qui est impliqué, les gens font des recherches, les gens font des études. Mais quand c'est l'intérêt général, on se contente de rechercher émotionnellement. Regardez les candidats, le pool des candidats qui existe. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant d'avoir accès au pouvoir public? Qu'est-ce qu'ils ont réalisé, tant soit peu, dans leur petite communauté? Très bonne question. Toi, tu es en train de faire quelque chose. La citoyenneté, ça ne commence pas dans l'exercice du pouvoir. Certainement. Nous devons être citoyens depuis à bas âge. Mais ils ne le sont pas. Ils veulent juste utiliser le pouvoir public et les ressources publiques pour dire qu'ils sont citoyens le moment où nous allons les mettre dans l'exercice du pouvoir. Si vous devez noter l'état de la démocratie malienne sur une échelle de 1 à 10, quelle note donneriez-vous et pourquoi? Bon, aujourd'hui, la démocratie au Mali ne peut pas avoir une note au-delà de la moyenne parce que nous vivons en deçà de la moyenne au Mali. Il faut que la démocratie serve le peuple. Il faut que la démocratie aide à installer la stabilité. Il faut que la démocratie aide à installer la prospérité dans le pays. Tant que, et dès lors que nous utilisons aujourd'hui cette plateforme démocratique pour duper le peuple, pour cacher la réalité au peuple, je pense que le peuple est trahi. Nous utilisons cet appareil-là qui est la démocratie. La démocratie en soi n'est pas une fin. C'est un système pour amener le peuple à une destination meilleure que là où nous étions. Et aujourd'hui, peut-on dire que la démocratie malienne nous a permis de nous épanouir au Mali? Le résultat concret nous dit que non. Et c'est cela que je veux changer. Moi, j'ai pris le risque. J'ai enlevé mes prestiges et privilèges pour venir servir. D'abord, j'ai quitté les États-Unis volontairement pour venir à Ouelessebougou pour servir la communauté locale, pour m'engager auprès des miens. Cela est une forme de gratitude qu'on appelle en anglais « to give back ». Il faut qu'on retourne. Un retour, il faut le faire. Bon, combien de nos hommes politiques aujourd'hui, peut-on dire, se sont mis au service de la communauté avant d'être au pouvoir public? Très peu. Très peu. Et donc, aujourd'hui, c'est ce langage-là que je tiens. Et la raison pour laquelle je suis là, au Mali, c'est pour inspirer la jeunesse. Et on ne peut pas le faire dans la duperie. Tôt ou tard, les mensonges d'État, tôt ou tard, le leurre et la duperie rattrapent les leaders. Et aujourd'hui, la classe dirigeante malienne s'est fait rattraper par cela. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de revoir même cette notion de démocratie à la malienne? Je pense que c'est une notion qui ne prend pas suffisamment en compte les réalités du terroir. C'est un modèle qui a été façonné ailleurs, qui est venu, qu'on a essayé, on n'a même pas essayé d'adapter, qu'on a calqué sur nos réalités. Et pour ma part, je pense qu'il y a beaucoup de réalités qui ont été occultées, ce qui met quelque peu à mal cette démocratie. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de refonder la démocratie? Bon, il faut refonder l'homme malien. Je l'ai dit tantôt, il faut qu'on ait des citoyens. Une population n'est pas nécessairement un peuple. Il faut que le Malien se focalise sur son voisin. Il faut aujourd'hui qu'on arrête la course effrénée de l'accumulation des ressources publiques. Quand tu le fais dans le secteur privé, c'est encourageant. Mais quand tu accumules
pour des fins personnelles les ressources publiques, cela est au détriment de la démocratie. Des populations. Des populations, mais aussi de la démocratie. Et ça ne permet pas d'avancer. Et aujourd'hui, c'est ce que nous avons vu. J'ai une fois dit que nous avons une administration coloniale. Le colonisateur est venu pour exploiter les ressources. Et à son départ, nous avons continué à émuler ce comportement d'exploitation des ressources. Alors nous continuons à être des colonisateurs. J'ai dit quand on suit, quand on a d'autres repères, quand notre seul repère est notre maître colonial, alors nous ne pouvons que nous comporter comme notre maître colonial, même à l'égard et au mépris de son propre peuple. C'est ce que nous voyons non seulement au Mali, mais dans un grand nombre de pays. Une administration coloniale. Alors, M. Samake, le réseau Akili, avec ses partenaires, notamment les studios Tamani et Renouveau, le groupe Renouveau, a initié ce qu'on appelle la campagne J'oblige mon futur président de la République, qui est un mécanisme de contrôle citoyen par le peuple et pour le peuple, en vue d'asseoir, on va dire, les bases d'un certain mécanisme de reddition des comptes. Selon vous, quel peut être et quel doit être l'apport de la société civile pour l'avènement de la transparence dans la gestion des affaires publiques et pour l'instauration d'une culture de reddition des comptes? Cela rejoint mon aspiration pour le peuple. Quand on demande, quand on attend plus à ses leaders, tes leaders produisent plus. Nous sommes patients, nous sommes résignés à cette mauvaise gouvernance. Le devoir de résultat, l'obligation de résultat des leaders doit être exigée par et la société civile et le peuple tout entier. Nous ne pouvons plus et ne devons plus nous contenter de ce qu'on nous dit ou de ce qu'on fait. On doit exiger un peu plus. Et le peuple joue ce rôle-là. La société civile à l'avant-garde, mais malheureusement au Mali aujourd'hui, tout le monde est d'accord que la société civile se conduit exactement... C'est la question que j'allais tout de suite aborder. Exactement comme la classe politique. D'ailleurs, les populations disent que derrière chaque leader de la société politique, il y a un homme politique. Bien sûr, bien sûr. Cela est valable pour la classe, les religieux. Au Mali, aujourd'hui, nous avons très peu d'engagement à la démocratie, les principes démocratiques. Il faut que non seulement les partis politiques se conduisent un peu mieux dans l'exercice de la démocratie, il faut que ça soit orienté vers les principes. Mais aujourd'hui, tous les moyens sont bons. Et le comportement et le caractère de l'homme politique n'est plus à examiner comme ça se doit. Et donc, les gens se comportent de façon... Parce qu'un président de la République, les enfants le regardent. Il est la référence, il est le repère de toute une nation. De toute une nation. Il doit être irréprochable. Mais qu'est-ce qu'on voit au Mali? N'importe qui peut briguer la magistrature suprême dans ce pays. On n'est pas à l'abri qu'un voleur reconnu comme tel soit au contrôle de toutes les ressources de ce pays, les ressources publiques. C'est une réalité. On doit aller de l'avant, on doit repenser notre société. On doit repenser le rapport entre les leaders politiques et les leaders religieux et le peuple tout entier. On doit le repenser. On doit regarder d'abord le passé d'un homme ou d'une femme avant de lui confier tout un futur, le futur de toute une nation. Donc voilà ce que je dirais là-dessus concernant le rôle de la société civile. L'initiative de J'oblige mon futur président de la République, c'est une bonne idée. J'avoue que déjà le président de la République prend des engagements à travers le serment qu'il fait au peuple. Mais celui qui déshonore un serment, celui qui déshonore la constitution du Mali, je ne vois pas en quoi il va s'arrêter à autre chose. Nous devons renouveler notre
engagement et notre respect pour la constitution du Mali. Chaque constitution, c'est vrai que notre constitution a suffisamment besoin de toilettage, mais tant que c'est cela le document fondateur de notre contrat social, nous devons nous y engager. Oui, s'y engager, c'est bien beau, c'est vrai, mais il y a même des mécanismes lorsqu'on s'engage et qu'on ne va pas dans le sens des engagements. Il y a des mécanismes pour démettre le président de la République de ses fonctions, mais nous voyons que c'est quelque chose de quasi impossible. Il faudrait, je dirais, que le président fasse une énormité, on va dire, incommensurable pour que ceux qui sont à la manette de ces mécanismes-là déclenchent le processus je pense que de 92, l'avènement de la démocratie à maintenant, c'est un processus qui n'a jamais été engagé. Bon, vous avez oublié que... Or, de 92 à maintenant, on ne peut pas dire que tous qui ont occupé Koulouba sont allés dans le sens des aspirations des populations. Bien sûr que non, bien sûr que non. Et ce qu'on appelle l'équilibre du pouvoir au Mali est déséquilibré. Il y a ce phénomène de compagnonnade qui fait que les institutions ne s'élèvent pas aujourd'hui. Et l'appareil judiciaire est explicitement rattaché à l'exécutif. Absolument, et législative, qui n'est pas rédébable au peuple, mais rédébable au président de la République. Les mandats impératifs étant prohibés. Exactement. Donc, il y a des faiblesses qu'il faut corriger urgemment. Mais toujours faut-il que celui qui s'engage à ce changement doit porter d'abord la crédibilité. Nous devons d'abord avoir un leader qui assume toute la légitimité du peuple malien. Il est une chose qu'on vote pour quelqu'un pour le faire président, mais il est une autre chose pour cette personne d'honorer toute la crédibilité qu'on lui offre. Et malheureusement, je le dis et je le répète, le leadership malien, la classe dirigeante depuis les 25 dernières années, n'a pas tenu ses promesses. Bon, je pense que même à ce niveau, nous sommes plus dans les sensationnels que dans aspect crédibilité. Les populations, disons, votent le plus souvent par affinité. Les populations votent le plus souvent pour les plus offrants. Les populations ne vont pas nécessairement dans le sens de quelqu'un qui ne met pas la main dans la poche et qui n'a que des idées. C'est un problème, c'est un réel problème. Comment faire valoir ces idées lorsqu'on a en face des protagonistes qui mettent la main à la poche et qui donnent de quoi assurer les quotidiens sur 3-4 jours des populations? Oui, il y a des fenêtres ouvertes sur la corruption, il y a des fenêtres ouvertes sur le mauvais comportement. Et nos textes ne contrôlent pas cela. Par exemple, il doit y avoir une limite du financement des campagnes. Il doit y avoir une régulation des fonds de campagne. Aujourd'hui, il n'y a absolument aucune régulation. N'importe qui peut donner n'importe quel montant à un candidat au Mali. Il faudrait qu'on aille à une régulation, et nous voyons devant les bureaux de vote absolument. Des partisans de candidats qui viennent avec des sacs remplis d'argent et qui monnaient le vote. Tout cela au vu et au su de tout le monde. Il n'y a pas de sanction qui suit. Les tares et les faiblesses de notre système qu'il faudra corriger. Impérativement. Et ce qui est important, et je le répète encore, c'est la redistribution des pouvoirs. Non seulement la décentralisation doit être de mise, et les ressources doivent être transférées aux collectivités comme solennellement promis par la classe dirigeante d'aujourd'hui et d'hier. Mais la réalité est que les ressources ne sont pas encore transférées aux collectivités. C'est exactement au niveau des collectivités qu'on bat le tam-tam, que les choses sont réelles, que l'impact des politiques publiques sont ressentis. Ici, à Bamako, nous proposons des politiques publiques pour une masse lointaine, mais la réalité, c'est qu'un maire
ou un président de conseil de cercle ou un président d'assemblée régionale regarde droit dans les yeux de la communauté et sont accessibles. Donc il faudrait réellement que pour corriger notre corruption, pour endiguer la corruption des services publics, il faut réellement se focaliser sur les entités, les petites entités de collectivité. Les entités administratives. Exactement. Voilà. Et à y regarder de près, nous constatons que, comme vous venez de le souligner, l'État pêche beaucoup dans la redistribution des richesses. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance de préparer un doctorat en droit des industries extractives et je suis, même aujourd'hui, de dire que rien qu'avec les richesses tirées de nos sous-sols, l'économie malienne l'État peut valablement et efficacement assurer les besoins de l'économie malienne. Je le valide. Je le dis toujours, le Mali doit pouvoir contribuer à la richesse mondiale. Nous ne devons en aucun cas être des récipiendaires de l'aide internationale. Pendant 50 ans, 58 ans d'aide et de financement de l'extérieur ne nous a pas permis de nous prendre en charge. Combien de temps faudrait-il qu'on aille pour que le Mali devienne un pays autosuffisant? Très bonne question. C'est embarrassant. Toutes les ressources que nous avons, on n'a pas pu tenir les promesses de prospérité. Le sous-sol malien, le bon Dieu nous a déversé sa bonté en termes de ressources, mais malheureusement, nous n'avons pas eu de leader qui s'élève à cette hauteur pour servir, avec un sens élevé de service. Nous sommes jaloux et souvent nous sommes fiers des leaders de la sous-région ou de l'Afrique, de Kagame, de Nelson Mandela, de Thomas Sankara. Le Mali en est fier. Yann Kama qui a su redistribuer les ressources tirées Absolument. de l'exploitation du diamant au Botswana. Nous tapons la poitrine pour Thomas Sankara. Mais aujourd'hui, quel leader contemporain bénéficie de cette fierté malienne? C'est pourquoi je dis, nous pouvons offrir au monde entier un leader dont l'Afrique est fière, dont le monde entier est fier. Un leader respecté, crédible, qui n'a pas abusé de son peuple, qui n'a pas abusé du pouvoir public qui lui a été remis temporairement. Et donc, nous pouvons le faire. Nous ne sommes pas condamnés à cette situation de pauvreté permanente et d'assister. À Wole Sebugu, j'ai pu démontrer que nous ne sommes pas condamnés à cela, à la corruption. On a pu extirper la corruption jusqu'à un certain niveau élevé de la gestion publique. Avec la volonté, tout est possible. Absolument, absolument, absolument. M. Samake, être un véritable citoyen, agir comme tel, participer à la vie publique, discuter, puis choisir de façon avisée et constructive n'est pas une disposition innée, nous le savons tous. Cela doit s'apprendre et l'une des tâches assignées aux partis politiques est de non seulement former les militants, mais d'informer et de sensibiliser les populations sur toutes les questions relatives à la gestion des affaires publiques. Au niveau du PACP, vous qui vous dites être un parti pour l'action civique et patriotique, dans quelle mesure vous formez vos militants et dans quelle mesure vous informez et sensibilisez les populations? Un petit parti, on dirait, le PACP. Nous, aujourd'hui, non seulement nous formons nos propres militants, nous allons au-delà. Nous formons souvent les militants d'autres partis politiques. Cette capacité, si on les regarde, le PACP est basé sur la jeunesse. Le leadership est jeune, probablement plus jeune que n'importe quel parti politique sur le circuit national aujourd'hui. Nous nous reposons sur ces jeunes-là. Nous croyons en ces jeunes-là. C'est pourquoi nous invitons la jeunesse malienne à venir avec nous. Quelle est la moyenne d'âge? La moyenne d'âge, c'est peut-être moins de 30 ans. Super. C'est moins de 30 ans. Donc, nous invitons cette jeunesse-là parce que nous avons cru à la jeunesse malienne. Nous souhaiterons qu'elle ait confiance en soi. Car en réalité, le pouvoir n'existe pas en dehors de nous-mêmes. C'est en nous-mêmes. Nous pouvons réaliser le renouveau de la classe politique. Le PACP offre ce plateau et ce créneau à la jeunesse malienne. Le respect des jeunes, l'engagement des jeunes,
Mais les opportunités pour les jeunes, plus au PACP que n'importe quel, je mets au défi n'importe quel parti politique. Celui-ci qui... Il y a un défi qui est lancé. Absolument. Okay. Absolument. Et les populations? Nous faisons d'abord parce que le PACP n'a que des élus locaux. Et donc ces élus locaux, nous les formons. Ayant servi comme maire de Welesebugu, ayant étudié la politique publique comme vocation, je me suis personnellement mis au devant des élus du PACP pour les former à s'entretenir avec le peuple, à informer le peuple, à réaliser les aspirations du peuple. Il ne faut pas attendre qu'on soit le maire lui-même pour apporter sa contribution dans sa collectivité. Et donc, nous formons nos maires comment connecter avec le peuple, comment résoudre les problèmes locaux. Et nous venons nous-mêmes au PACP, nous l'avons dit, nous allons vers le peuple malien, nous évaluons les besoins et nous allons à la recherche de solutions que nous apportons. Ce n'est plus des déclarations, c'est des actions concrètes au PACP. Le parti tire son nom de là. Quand il y a eu la crise sécuritaire où il y a un flot de réfugiés maliens, nous sommes allés chercher 180 000 repas pour les réfugiés. Le grand problème de l'éducation, toi et moi, nous sommes engagés à cela. Nous avons, à travers la fondation que j'ai créée aux États-Unis, à travers mon carnet d'adresses, nous avons pu construire une trentaine d'écoles à travers le Mali, envoyer une quarantaine d'étudiants maliens aux États-Unis, donner 17 bourses d'études à des élèves pour aller faire le lycée aux États-Unis. Vous en êtes où avec le suivi? Quel est l'état de ces écoles et les boursiers qui sont partis aux États-Unis? Est-ce que certains sont revenus? Ah oui, il y en a qui sont de retour. Les écoles, je les visite régulièrement chaque fois que j'en ai l'opportunité, mais je reste aussi en contact avec ces communautés-là. Et souvent, je retourne pour aller mettre des plaques solaires, pour améliorer l'état et les conditions des enseignants. Nous construisons les cités des enseignants dans certaines de ces communautés, progressivement. Et c'est pour vous dire que ces actions concrètes constituent réellement le label du PACP. Et récemment, nous avons donné des tracteurs à 3 villages. Et ce mois-ci, ou le mois de juin, nous allons donner 2 autres tracteurs à 2 autres villages. Et le mois de juin prochain, nous allons faire l'inauguration de l'école de Banko, qui est dans la commune de Koumantou. Ce ne sont pas des actions concrètes qui manquent et ce ne sont pas des opportunités de servir le peuple qui manquent. Les gens veulent juste attendre qu'il soit ministre, ils veulent juste attendre qu'il soit président ou premier ministre. Alors nous, au PACP, nous disons que chaque Malien a la capacité de servir, ne serait-ce que dans sa petite communauté, par le sang, par les sueurs, par les larmes, nous pouvons le faire. Monsieur Samake, d'aucuns diront que c'est des propos électoralistes. Qu'est-ce que vous leur répondrez? Qu'il suffit juste de regarder, parce qu'en réalité, c'est vrai, les propos électoralistes sont nombreux, mais quand on dit j'ai construit une école à Kassela, tu peux aller toucher les murs, ce n'est pas virtuel. Aujourd'hui, rien ne se cache. Je peux énumérer une dizaine de villages tout de suite, mais ces écoles-là existent. Les étudiants qui sont partis, ça existe. Et donc, qu'on vienne me dire que ces actions sont juste des propos électoralistes, je dirais, renseignez-vous bien. Quel est votre regard par rapport aux élections, aux échéances électorales à venir? Bon, nous nous y préparons. Nous croyons très peu à la capacité de ce régime de pouvoir organiser ces élections à terme, mais ils ont fait des déclarations. On aurait souhaité, en tant que candidat, avoir des indices que les élections vont se tenir, que les logistiques sont sur place, que les cartes électeurs qu'on a promis vont être à jour. Et où en sommes-nous avec l'organisation générale? J'ai personnellement conduit une délégation du PACP à la délégation générale des élections pour aller nous enquérir de l'état d'avancement, pour aller nous enquérir de l'état des choses. Et j'avoue que nous avons été... Vous êtes resté sur votre faim? Non, là-bas, le général Chaka Sangaré a été très ouvert et nous a rassurés.
et les autres institutions impliquées ou les autres agences impliquées dans l'organisation de l'élection doivent faire la même. Surtout l'administration territoriale, le gouvernement malien doit faire mieux. Que de convoquer le collège électoral. Que de convoquer. Il faut réellement pouvoir l'organiser. Mais il faut le faire dans la transparence, il faut le faire dans un climat de confiance. Il faut rassurer les acteurs politiques parce que ce n'est pas le gouvernement seul qui est acteur de ces élections. Nous devons être au même niveau d'information. C'est un devoir, ce n'est pas une faveur qu'on est en train de faire. C'est une obligation et qu'on doit exiger parce que c'est notre droit constitutionnel sur lequel le président de la République a prêté serment. Il y a un concours qui est ouvert et tout le monde doit être sur le même pied d'égalité. Absolument, absolument. Exactement. Absolument. Êtes-vous pessimiste ou optimiste par rapport à l'avenir du Mali? Je suis de nature Mali optimistique. Optimistique, okay. Je suis optimiste. Je pense que, comme je le dis en Bambara, Nima Bla Koroye Iba Bla Sayaye, on est massacré Kelen Klete Djan là-bas. Ceux qui se sont agrippés à la mamelle ou aux mamelles de l'État malien pendant les 30 dernières années ont suffisamment sucé le lait de ce peuple. Je crois qu'il est temps qu'il décroche. Mais il faudrait aussi que nous les forcions à décrocher. Parce que c'est forcé dans quel sens? Démocratiquement, à travers les urnes. La précision, elle est importante. Absolument. Nous sommes plus nombreux. La jeunesse malienne constitue la plus large composante de l'électorat malien. Pourquoi nous ne pouvons pas réaliser que ceux qui sont en train de programmer notre futur, ceux qui sont en train de manufacturer, de faire de l'ingénierie de notre futur, ne seront pas là dans ce futur-là, dans 20 ans, dans 30 ans. Et ceux qui ont 70 ans ou plus, ou près de 70 ans, vous vous imaginez, ils ne seront pas là dans 30 ans, 40 ans. Vous optez pour un changement générationnel. D'autres disent que si les vieux sont là, c'est parce que les jeunes n'ont pas montré leurs capacités, leurs compétences. Bon, non, c'est une façon de s'accrocher. On invente toutes les raisons pour s'accrocher aux mamelles parce que c'est confortable, c'est prestigieux. Mais la réalité est qu'il faut qu'ils arrêtent. Et quand on grandit, il faut être sévré. La sévrance est un processus naturel. Alors, donc, on a besoin que ces gens-là arrêtent d'invoquer tous les arguments nécessaires pour rester accrochés. Qu'aujourd'hui, il est temps, ils ont tenu des promesses ils ont fait des promesses qu'ils n'ont pas pu tenir. Le peuple, aujourd'hui, se trouve dans une situation très précaire et il faudrait qu'on aille vers une gouvernance plus acceptée, plus moderne. Participative. Participative. Il faut que cette administration coloniale s'efface aujourd'hui. Mais à défaut, il faut que nous, jeunesse malienne, passions aux urnes pour leur dire... Que le peuple soit réellement mis au centre de toutes choses. Absolument, absolument. Monsieur Samaké, votre dernier mot? Bon, je n'ai pas de dernier mot. J'ai des mots aujourd'hui parce que je vous reviendrai. Je souhaite revenir encore avec cette grande audience de cette émission, échanger avec vous, parce que je n'ai pas peur de vous regarder droit dans les yeux et de vous dire que si je suis élu président de la République, je tiendrai un conseil de ministres à Kidal dans les 3 ans qui suivent, sinon je démissionne. Si je suis élu président de la République, je mets à disposition chaque commune 5 tracteurs pour éradiquer définitivement la faim dans ce pays et que notre éducation va suivre les recommandations formulées par le Forum sur l'éducation pour enfin que l'apprenant puisse être un citoyen productif capable de s'épanouir dans notre société. Que le Malien n'ira plus à Tunisie pour se soigner, que la jeunesse malienne va s'octroyer des emplois, qu'il y aura au Mali des emplois, peut-être qu'on va créer des barrières pour les autres parce que nous pouvons créer des emplois dans ce pays-là. Parler de 200 000 emplois, c'est vraiment sous-estimer le potentiel de ce pays et c'est vraiment pour dire que le leadership réellement pense trop petit. On peut faire plus grand. On peut être plus audacieux pour le peuple malien. Et c'est à cela que je m'engage. Merci beaucoup, M. Samaké. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais terminer cette émission par
un message de Nelson Mandela qui disait, je cite, « Une vision qui n'est pas suivie d'action n'est qu'un simple rêve, et une vision qui est suivie d'une action peut changer la face du monde. » Ici, nous avons des visions qui sont suivies d'actions et nous voulons changer la face du monde et nous disons haut et fort, un autre Mali est assurément possible. Merci à vous et à samedi prochain.